Aujourd'hui, on part pour une journée assez particulière. On est dans le bus pour aller à la DMZ. La DMZ qui est la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Premier arrêt, l'observatoire d'Odusan. On est là. Et donc ça, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord se trouve à seulement 2 km de nous. On peut d'ailleurs apercevoir les montagnes, les champs et certains villages nord-coréens. Du coup, je sais pas si vous entendez vraiment beaucoup le son, mais on entend une espèce de ouh. C'est en fait un son des ondes qu'ils envoient pour bloquer en fait tout ce qui est émis par la Corée du Sud, donc tout ce qui est radio, télévision, etc. Pour ne pas qu'en Corée du Nord, les gens puissent l'écouter, le caster, le capter en fait. Donc du coup, ici en Corée du Sud, on entend très clairement le bruit qui est émis pour qu'on ne puisse pas en fait l'entendre de l'autre côté, quoi. Là, on voit le fil barbelé de la frontière, les rivières qui se rejoignent et la Corée du Nord. On a ensuite repris la route vers le théâtre et le hall d'exposition de la DMZ. Ici, on en apprend davantage sur l'histoire de la péninsule coréenne, la guerre de Corée et surtout sur la création de cette zone démilitarisée. The war had turned the entire nation into ruins, resulting in over 3.9 million deaths. This war among Koreans was a true tragedy. But even after the armistice agreement, North Korea dug underground tunnels below the demarcation line in order to invade South Korea. On November 15, 1974, an underground tunnel was discovered 1.2 kilometers south of the demarcation line, which is 8 kilometers northeast of Gorampo, Yeoncheon, Gyeonggi-do. This is the first tunnel. And on October 17, 1978, the third tunnel was found. Discovered 435 meters south of the demarcation line, which is 4 kilometers south of Panmunjom. The third tunnel is big enough for 30,000 soldiers and artillery to pass through within 1 hour. Within the tunnel, there were clear evidences of the tunnel being planned to be used to invade South Korea. Julien va ensuite aller dans le 3e tunnel d'infiltration. Il a été creusé par la Corée du Nord pour permettre à des soldats nord-coréens de pénétrer rapidement sur le territoire sud-coréen. De mon côté, je suis restée bien tranquillement à l'extérieur. Je suis claustrophobe, donc descendre dans un tunnel étroit sous terre, ce n'était clairement pas une bonne idée. Le tunnel, il faut d'abord descendre pendant 350 mètres une pente qui est environ comme ça. Et donc, plus tu descends, et plus tu te dis « Oh putain, la remontée, elle va être sympa », parce que c'est vraiment pointu. Et tu descends comme ça pendant 350 mètres, et tous les 50 mètres, tu as un panneau qui te dit « La sortie, c'est là dans autant de mètres, l'arrivée en bas, c'est là dans autant de mètres ». Et une fois que tu arrives en bas, c'est pas totalement terminé, parce que de là, c'est là où le casque prend tout son sens, parce que là, c'était assez large. Quand tu es vraiment tout en bas, tu dois passer un tunnel qui est étroit, comme ça, environ, qui va dans les deux sens, donc des gens qui entrent, d'autres qui en sortent, et qui est haut, comme ça. Et donc en fait il faut marcher pendant 260 mètres, 265 mètres comme ça.
et j'ai déjà tapé plusieurs fois avec mon casque. Voilà. Puis après, il faut tout remonter la pente comme ça, pendant 350 mètres encore à nouveau. Et puis voilà l'état dans lequel tu arrives quand tu es fini. Et c'est comment à l'intérieur? Bah, à l'intérieur, le tunnel, c'est juste un simple tunnel comme dans une mine, tu vois, c'est quand même assez large. Mais une fois que tu es vraiment en bas et que tu dois passer le petit passage où tu dois vraiment t'abaisser, là, c'est vraiment comme dans un couloir étroit d'une petite mine où tu vois que c'est encore taillé de partout, mais que c'est pas safe, quoi. Il y a encore des poteaux sur les côtés qui soutiennent le mur pour éviter que ça s'effondre. Et une fois que tu arrives tout au bout, ben là, tu vois une porte, la Civilian Porte. Et de l'autre côté, un petit trou où tu vois un peu de la lumière, parce que c'est le bout du tunnel du côté nord-coréen, je suppose. Et tu vois encore plein de végétation, donc tu vois le côté nord-coréen, quoi. On reprend ensuite la route direction le village de l'Unification. Ce village est assez particulier puisqu'il se trouve à l'intérieur de la zone civile de contrôle, juste à proximité de la DMZ. Les habitants y vivent donc dans un environnement très différent de celui du reste de la Corée du Sud, avec notamment des restrictions liées à la proximité de la frontière. On continue ensuite vers Imjingak à Paju. On commence par découvrir les nombreux rubans accrochés dans le parc. Des visiteurs y écrivent des messages de paix, d'espoir et de réunification entre les deux Corées. Un peu plus loin, on découvre un ancien train qui a été utilisé pendant la guerre de Corée. Il porte d'ailleurs encore les traces des combats. Et aujourd'hui, ce train est devenu un véritable symbole de la division de la péninsule et rappelle concrètement les conséquences de cette guerre. Juste à côté, on retrouve le fameux pont de la Liberté. Ce pont a une histoire particulièrement forte. Après la guerre de Corée, il a notamment été utilisé pour le retour de soldats et de prisonniers de guerre sud-coréens. Aujourd'hui, il est devenu l'un des symboles de la séparation des deux Corées et de l'espoir de voir un jour les familles et les deux pays réunis. Après cette journée très différente du reste de notre voyage, il est maintenant temps de reprendre la route direction Séoul pour profiter de nos derniers moments en Corée du Sud.